Alors, bon... Elle était filmée. Peut-être pas tout de suite, parce que... Alors donc, pour moi, c'est un immense plaisir de vous introduire à la conférence de mon ami et collègue Julien Naud. Julien a enseigné la philosophie à Trois-Rivières, d'abord au Centre des études universitaires de 1967 à 1969, à l'UQTR de 1969 à 1996 comme professeur régulier. Et durant sa retraite, il a été chargé de cours jusqu'en 2007 au moins, peut-être 2008, en tout cas, pour des cours ou des séminaires sur le symbolisme, la philosophie moderne et surtout Nietzsche, dans le cadre des cours d'auteur et de philosophie et littérature. Il a commencé ses études supérieures par une maîtrise en littérature latine à l'Université de Montréal, ce qui a été pour lui une étape importante qui l'a initié à l'étude du symbolisme dans les œuvres de Virgile. Il a fait un doctorat à l'Université grégorienne, vous savez où c'est à Rome, avec une thèse sur le symbolisme dans l'œuvre de Bachelard. Il a publié deux ouvrages, Structure et sens du symbole, l'imaginaire chez Gaston Bachelard, chez Desclée en 1971, Une philosophie de l'imagination chez Desclée et Bellarmine en 1979. Il a écrit un article, l'article Symbolisme dans le dictionnaire de théologie fondamentale chez Bellarmine et Serre en 1992. Et je ne pense pas me tromper que depuis, vous pourrez me dire, je dis 20 ans, mais ça doit être au moins 40 ans, il a fait des recherches sur Nietzsche. Bon. Il a donné plusieurs conférences sur cet auteur, dont les plus récentes sont Nietzsche et le sens de l'existence à l'UQTR en 1996, La probité et le dépassement de la morale chez Nietzsche au colloque Fodor en 2005, Art et sciences comme remède à l'éternelle blessure de l'existence, un groupe d'étudiants comme le vôtre en 2006, L'art, expression de la volonté de puissance chez Nietzsche à la phrase en 2007, et tout récemment sur l'âme chez Nietzsche, les Dominicains à Montréal à l'automne dernier. Et puis, je terminerai en disant que nous l'exploitons depuis près de 15 ans sur les jurys de mémoire et thèses. On l'exploite beaucoup. Et on l'aime beaucoup, alors je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Suzanne, de sa présentation, puis surtout d'avoir invité à vous parler aujourd'hui. J'ai choisi, étant donné que vous travaillez dans La naissance de la tragédie, qui est peut-être, je pense, le volume le plus difficile de Nietzsche. J'ai pensé travailler sur le point suivant, art et science au service de la vie. Donc, ça portera sur ces trois domaines-là. D'abord, la vie, ce qu'on entend par la vie chez lui, et ensuite l'art en relation à la vie et la science en relation à la vie. Je donnerai plus de détails tout à l'heure. Bon, dans La naissance de la tragédie, je crois qu'il est d'abord question beaucoup de la culture, puis de la culture du temps de Nietzsche. Je pense qu'il est très intéressé par la culture tout au long de son existence. D'abord, il est clair que la science est considérée dans son temps comme l'instrument le plus favorable au développement de l'humanité. L'éducation est fondée sur la culture classique, donc sur l'enseignement par les philologues qui sont des hommes de science et qui sont beaucoup plus attachés, je dirais, à l'histoire du passé qu'à la culture elle-même. L'État allemand est beaucoup plus fier de ses victoires récentes que de la culture. Par contre, selon Nietzsche, il y a certains courants qui mettent en question précisément le monopole de la science, comme la philosophie allemande, surtout avec Schopenhauer et Kant, et la musique allemande jusqu'à Wagner. En écrivant La naissance de la tragédie, il y a certainement au centre de son étude l'examen de différents types de culture, pour essayer de comprendre dans quelle mesure il favorise la vie et dans quelle mesure il se détourne de la vie. C'est ainsi, par exemple, que Socrate représente le type de l'homme théorique. Au fond, chaque fois que Nietzsche présente un personnage, c'est beaucoup plus un type qu'un personnage. Socrate est un personnage, mais un type aussi, parce que, d'ailleurs, vous voyez dans La naissance de la tragédie que
Socrate existait avant Socrate. Donc, il y a un socratisme qui persiste avant Socrate, qui est l'homme de science. Il étudie aussi, entre autres, il y a d'autres types, mais je mentionne ceux-là qui nous intéressent plus, l'artiste apollinien, représenté par Homère surtout, l'artiste proprement dionysien, qui est le musicien, et l'artiste, en fin de compte, tragique, qui sera par excellence Eschyle chez les Grecs. Aussi, il se demande de chacun de ces types lequel, au fond, dans quelle mesure favorise-t-il la vie. Et il se demande aussi une question importante, est-ce qu'il est possible de transformer une culture? Et ça, c'est la question qui revient, entre autres, dans est-ce que Socrate peut devenir artiste? Bon, est-ce que la culture scientifique du temps peut se transformer pour devenir artiste? Il faudra donc nous demander ce que signifie la vie dans la naissance de la tragédie. Ce sera la première partie. Et nous y répondrons en précisant ce qu'est le critère de vérité pour Nietzsche. Puis, nous examinerons dans quelle mesure la science et l'art favorisent la vie ainsi entendue. Donc, 3 points dans lesquels je me restreins à la naissance de la tragédie et aux fragments et aux œuvres posthumes qui ont été publiées en correspondance avec la tragédie et surtout avant la tragédie comme préparation. Le premier, le critère de vérité de Nietzsche. Je commence par celui-là parce que j'essaie de situer et de nous situer nous-mêmes par rapport au point de vue de Nietzsche. Donc, au point de vue de Nietzsche lui-même, comment, autrement dit, entre-t-il en philosophie? Par opposition à comment Socrate entre-t-il en philosophie. Bon, déjà, avant la naissance de la tragédie, dans un fragment posthume, Nietzsche décrit sa philosophie de la façon suivante. Ma philosophie, platonisme inversé. Donc, ma philosophie, platonisme inversé. Plus on est loin de l'étang véritable, allusion à Platon évidemment, plus on est loin de l'étang véritable, plus pur, plus beau, meilleur c'est. La vie dans l'apparence comme but. Bon, s'il y a un terme qui, dans les œuvres de Nietzsche et dans la naissance de la tragédie, déjà fait difficulté, c'est le terme de vérité. À quoi se réfère-t-il? Pour l'approcher, je propose d'entrer dans l'inversion ou le renversement dont Nietzsche vient de nous parler, du platonisme inversé. Bon, d'abord, au cœur de la pensée traditionnelle, la vérité, c'est le lien qui unit l'esprit humain à l'être ou à la réalité. Dans cette perspective, le monde lui-même est vrai, dans la mesure où, par le savoir, on en saisit quelque chose qui vaut en soi et pas seulement par rapport à nous. Donc, la vérité est une relation entre l'intelligence humaine et le monde en lui-même. La pensée se rapporte ainsi, et c'est très grec, à ce qui ne change pas, à ce qui fait abstraction du temps et de l'espace, du plaisir et de la souffrance, et ainsi de suite. Elle s'oppose aussi à l'instinctif et à l'inconscient. On a d'un côté la pensée qui est consciente et l'instinctif et l'inconscient d'autre part, auxquels elle s'oppose. Dans la naissance de la tragédie, surgit une autre idée de la vérité. Par exemple, lorsque Nietzsche dit dans la naissance de la tragédie, au paragraphe 4, la démesure se dévoilait comme la vérité. C'est évident que lorsqu'il parle de la façon suivante, la démesure se présente, se dévoile comme la vérité, et il n'est pas question de la vérité platonicienne. Bon, la vérité est donc inversée. Elle n'est plus la relation de l'esprit conscient à une réalité immuable, mais la relation du conscient à une réalité infraconsciente, multiple et contradictoire. Cette inversion, Nietzsche l'exprime en distinguant, à la suite d'une suggestion de Schopenhauer, 2 types d'universalité. Et là, on peut voir un peu, en partant, Platon et Nietzsche partent du même point de départ, le langage ordinaire.
Or, partant du langage ordinaire, Socrate se pose la question, que signifie l'universalité du langage? Et l'universalité du langage l'amène à mettre en relation l'esprit humain avec un être qui est intemporel, qui est atemporel, disons, qui est en dehors du temps et de l'espace. De l'autre côté, Nietzsche parle du même point de départ du langage ordinaire, mais le type d'universalité qu'il découvre, c'est celle de la musique, qui n'est pas une universalité abstraite, mais une universalité de la vie. Comme il le dit, celle de la musique qui est antérieure à toute forme et à tout phénomène particulier. Selon Nietzsche, la première universalité serait pour Platon la vraie réalité, alors que pour lui, c'est la seconde qui constitue le cœur des choses. Ce qui donne sa vérité au langage conscient, ce sont les pulsions qui précèdent toute forme. Et ce lien désigne ce que Nietzsche appelle l'état de santé de celui qui parle. Ainsi, par exemple, dit-il, l'homme socratique est un éternel affamé, c'est un malade par conséquent, c'est un insatisfait. Par contre, il y a dans le peuple allemand une force primordiale, souveraine et profondément saine. Il se pose la question, par exemple dans la naissance de la tragédie, d'où vient que les Allemands doivent se mettre à l'école des Grecs pour se comprendre eux-mêmes? D'où viennent que les Grecs expliquent toute civilisation? La réponse qu'il donne au début de la philosophie à l'époque tragique des Grecs, c'est les Grecs de l'époque de la tragédie étaient un peuple en santé. Bon, ce que je veux mettre d'abord en lumière là-dedans, c'est la différence, je dirais, entre les deux types d'universalité et deux visions du monde, deux façons d'entrer en philosophie, et qui supposent, je dirais, des présupposés qui ne sont pas les mêmes. Chaque philosophie a ses propres présupposés dans lesquels on entre, et comme Gadamer ou Heidegger disait, sa philosophie consiste à approfondir ses présupposés et à en montrer la richesse. Mais on est toujours dans le monde de la philosophie à partir de présupposés. Un autre aspect qui sera important pour Nietzsche, c'est que, étant donné que sa philosophie est l'inverse de la philosophie platonicienne, son langage sera l'inverse de la philosophie platonicienne. Par conséquent, Nietzsche sera obligé de créer un nouveau langage pour exprimer ce qu'il veut dire. De toute sa vie, il a essayé de créer un langage afin d'exposer ce qu'il signifie dans sa philosophie. Par conséquent, les mêmes termes, comme celui de vérité, par exemple, les concepts d'être, ces concepts-là, le concept de vérité, de volonté de puissance, et ainsi de suite, doivent être définis à l'intérieur de la philosophie de Nietzsche et à partir de ses présupposés. Que signifie pour lui être en santé? Tout le contraire d'un état stable. La santé ne s'oppose pas à la maladie, mais elle est plutôt la lutte contre la maladie et la victoire sur la maladie. Dans les chapitres 2 et 3 de la naissance de la tragédie, Nietzsche l'a défini de la façon suivante. Il se demande qu'est-ce qui fait la différence entre la pulsion dionysienne, la pulsion apollinienne chez les Grecs et chez les barbares. Bon, la réponse qu'il donne est un petit peu étrange dans un sens. Ce qui est proprement grec, dit-il, c'est d'abord l'intensité et la force de la pulsion dionysiaque, la capacité de créer et de détruire des formes. Ce qui suppose que les Grecs étaient un peuple à la sensibilité très vive dans ses désirs, très violent dans ses désirs et exceptionnellement doué pour la souffrance. Ce qui est proprement grec, c'est aussi la capacité de la tendance apollinienne à transfigurer ou à sublimer l'aspect monstrueux de la vie et à le présenter dans une image sublime. Si on résume ça, je dirais,
le critère de santé, qui est le critère de vérité, réside dans la force des pulsions et dans la capacité de les maîtriser. La vie consiste dans le dépassement ou la tendance au dépassement continu des formes que l'on a créées. On retrouve ici ce qu'on trouvera beaucoup plus tard avec la volonté de puissance, mais c'est déjà ici l'idée de transcendance, l'idée de création constante de formes nouvelles et de destruction des formes anciennes nécessaires à la création. Bon, donc, on voit par là qu'il y a une très grande différence entre l'entrée dans chaque philosophie. Nietzsche, dans La naissance de la tragédie, va étudier Socrate comme type de la science. À partir de là, dans quelle mesure la science va-t-elle être en correspondance avec la vie ainsi comprise? Dans l'essai d'autocritique, qui est la deuxième préface qu'il a écrite pour La naissance de la tragédie, plusieurs années plus tard, en 86, Nietzsche dit qu'il a saisi dans La naissance de la tragédie un problème terrible et effrayant. Le problème de la science. La science, dit-il, est devenue problématique. Bon, la science est devenue problématique, ça veut dire que la science pose problème. Ça ne va pas de soi qu'on fait de la science, qu'on a le sens de la science. Et il ne sert de rien d'interroger la science elle-même sur son sens. La science doit être interrogée dans une vision autre que la science, c'est-à-dire l'art. C'est ce qu'il dit. Il dit, dans ce volume-là, j'ai osé pour la première fois faire la chose suivante, examiner la science dans l'optique de l'art et l'art dans l'optique de la vie. Par conséquent, il faut faire comparaître la science et l'art devant le critère de vérité de Nietzsche, à savoir la santé, la capacité de surmonter la maladie, la capacité de créer des formes qui favorisent la vie. Commençons par la science. Au fond, ce que je dirais de la science est un commentaire surtout du paragraphe 15e de La naissance de la tragédie. Mais je l'oriente comme en relation avec le critère de la santé ou de la vérité nietzschéenne. Bon, durant toute son existence, Nietzsche a toujours considéré la science comme, je dirais, la principale rivale avec l'art, la principale rivale de l'art pour guérir l'éternelle blessure de l'existence, comme il l'appelle. Elle n'est donc pas sans répondre aux exigences du critère nietzschéen de santé. En effet, c'est un bout des fois qui est un petit peu difficile à comprendre, pourquoi il insiste tellement là-dessus. La science n'existerait pas, dit-il, si elle n'avait pas pour seule déesse la vérité nue et rien d'autre. Bon, la science n'existerait pas si elle ne visait pas la vérité à tout prix, je dirais. L'homme théorique veut enlever tout voile qui cache la vérité. Il croit que la pensée est capable de connaître la réalité et même de la corriger. La réalité est en elle-même intelligible et elle peut être améliorée. Socrate se présente ainsi comme un philosophe médecin, en relation avec la santé toujours. C'est un philosophe médecin et la science est le remède universel qu'il propose. Il a vécu à la lumière de cette idée, et bien plus, Socrate mourant devient l'idéal de l'homme qui s'est libéré de la crainte de la mort par l'instinct de la connaissance. Dans la suite, Socrate continue, au fond, pour lui, c'est la civilisation occidentale. Durant des siècles depuis Socrate, la soif de connaissance s'est répandue dans toutes les contrées les plus lointaines. La science est devenue l'activité dans laquelle se sont engagés les individus les plus doués. Grâce à la science, on a obtenu une maîtrise du monde telle qu'aucune autre force n'est capable de rivaliser avec elle. Ils ont étendu le domaine de la pensée, ils ont étendu le réseau de la pensée dans tous les domaines
et les lois qu'ils ont découvertes ont rendu compte d'une infinité de phénomènes. La science elle-même a été utilisée, dit-il, a utilisé des énergies qui autrement auraient été dépensées en conflits égoïstes et auraient conduit à des catastrophes. Enfin, celui qui connaît vraiment ne peut pas ne pas agir correctement. Celui qui sait, par conséquent, est vertueux. Et la vertu, liée à la connaissance, peut donc s'enseigner. Non seulement Socrate est éducateur, mais il prévoit une éducation à long terme. Ça, c'est important pour Nietzsche. Il croit pouvoir constituer une culture nouvelle, capable de produire, autrement que par hasard, des individus supérieurs. Je cite ici Nietzsche, dans le paragraphe 15. Nietzsche dit que celui qui participe à la civilisation socratique verra dans le Socrate de Platon le maître qui enseigne une forme absolument nouvelle de sérénité grecque et de félicité de l'existence qui cherche à se décharger par des actes et y parvient le plus souvent dans l'action éducative et maïeutique qu'elle exerce, et c'est ça qui est important, je trouve, qu'elle exerce sur une élite de jeunes gens dans le but ultime de produire le génie. On va essayer l'aspect élitique comme on le retrouve chez Platon. Par conséquent, Socrate, je dirais, sera pour Nietzsche un modèle à partir duquel il pourra, je dirais, présenter ce qu'est la production d'un type surhumain. Il y a donc beaucoup de points sur lesquels la science répond aux exigences du critère nietzschéen de vérité. D'où vient par conséquent que le type de l'homme théorique, Socrate, en fin de compte, s'oppose à la vie et que le remède qu'il propose risque de transformer en poison. En quoi la science s'oppose-t-elle aux critères de santé? Nietzsche va montrer que Socrate manque de probité. La notion de probité est constante dans les œuvres de Nietzsche. Pourquoi? Il vise à enlever tout voile, comme on l'a vu tout à l'heure, à atteindre la vérité pure et simple, à dissiper, entre autres, la profondeur énigmatique que suggère la tragédie. Exprimons ça de la façon suivante. Qu'est-ce que reproche Nietzsche à Socrate? Socrate croit à la vérité. On est au niveau d'une croyance. Socrate croit à la vérité. Par conséquent, il va lui reprocher de ne pas poursuivre sa démarche jusqu'au bout. Nietzsche ne va pas contre la philosophie traditionnelle, il voudrait la pousser plus loin. Il trouve que les philosophes traditionnels comme Platon, comme Descartes, n'ont pas poussé assez loin leur réflexion. Pourquoi? Ils acceptent en partant une croyance. Or, au nom de quoi? Vouloir arriver à la vérité, c'est une conviction. Et une conviction dépend non pas de l'intelligence, une conviction dépend d'une perspective déterminée. Et une perspective déterminée dépend du type de pulsion de l'individu. C'est le perspectivisme donc de Nietzsche. Des types d'individus ou des individus ont une vision du monde qui est, je dirais, qui est formée à partir de ce qui a pour eux autres de la valeur. Ils vont créer dans la mesure où ils aiment quelque chose. Bon, donc, tous les gens n'ont pas le même type de valeur et par conséquent, leur vision du monde ne sera pas la même. Mais par là, par conséquent, on arrive à cet aspect que que Socrate veut arriver à la vérité en elle-même, sans intermédiaire, directement connaître ce qu'est le vrai. En même temps, il accepte, il ne
démolit pas cette illusion ou cette conviction ou cette croyance qui est à la racine de sa philosophie. Or, s'il perçait cette illusion, il verrait, comme Nietzsche, qu'on est dans le monde des pulsions, dans le monde de l'affectif, et ainsi de suite. Est-ce que tu parlais des préjugés tantôt? Oui, par exemple, préjugés ou présupposés. Oui, ils sont tous par contre dans cette ligne-là. Pour ça, tous les principaux aspects du socratisme sont liés à ce présupposé métaphysique. Pour Socrate, par exemple, l'activité humaine est vraiment telle dans la mesure où elle est consciente, où elle apporte des raisons. Pour Nietzsche, au contraire, les actions sont inconscientes. Et pour Nietzsche, les actions sont parfaites dans la mesure où elles sont inconscientes. À mesure que le socratisme envahit la tragédie, l'accent est mis de plus en plus sur la scène, sur le dialogue et sur l'intrigue. L'éducation socratique est elle aussi tout entière fondée sur les activités conscientes de connaissance. Vous voyez que tout Nietzsche va analyser le socratisme en fonction de son point de départ. Le manque de probité de Socrate, en ne mettant pas en question l'illusion métaphysique, se ferme par le fait même de l'origine pulsionnelle et infraconsciente des activités humaines. Or, pour Nietzsche, tout ce qui est conscient n'est qu'un signe ou un symptôme des sources pulsionnelles et n'ont de sens que par elles. C'est pourquoi Nietzsche soutient que tout langage, toute expression n'est qu'une métaphore des pulsions. L'homme socratique a oublié ce lien. Comme il le dit dans un autre article, l'homme oublie qu'il est un sujet agissant en créateur et en artiste. On est revenu toujours vers l'art pour étudier Socrate. Or, avec son grand œil de cyclope, Socrate ne pouvait prendre aucun plaisir à plonger dans les abîmes dionysiens. Et chez Platon, la tendance apollinienne s'est momifiée en schématisme logique. Socrate, par conséquent, est le non-mystique par excellence. Lorsque, dans un écrit préparatoire de Socrate et la tragédie, ils disent la chose suivante. Lorsque la dialectique pénètre dans la tragédie, il naît un dualisme comme entre nuit et jour, entre musique et mathématiques. Expulser la musique, par conséquent, c'est se donner tout entier à la mathématique. C'est croire que la réalité est explicable en elle-même par le quantitatif. Expulser la musique, c'est donc expulser la vie, dans la mesure où la vie se caractérise par la multiplicité et par la lutte des pulsions qui s'affrontent en vue d'une maîtrise. Examiner la science dans l'optique de la vie, c'est donc sortir de l'optique de la science, non pas pour la rejeter, mais pour faire éclater ses limites, pour montrer qu'elle n'explique pas la réalité, mais qu'elle n'est qu'un langage métaphysique de la force créatrice que Nietzsche appelle l'esprit de la musique dans La naissance de la tragédie. Mais c'est le seul volume où il parle de l'esprit de la musique. Oui, très peu. On va y revenir tantôt. La troisième partie, l'art et la vie. Donc, ici, il s'agit d'examiner... Oui, dans la deuxième partie, Nietzsche reproche à Nietzsche son manque de probité. Or, le manque de probité, c'est précisément de ne pas forcer, je dirais, de ne pas accepter que l'illusion soit illusion, mais de faire de l'illusion un fondement mathématique, un fondement métaphysique. L'être, le je, et ainsi de suite. Donc, de réifier des illusions. D'ailleurs, tout joue dans La naissance, la tragédie, si vous avez remarqué, tout se joue pratiquement sur ce que c'est qu'être individu, ce que c'est qu'être, je dirais, consistant, et ce que c'est que se défaire. On reviendra là-dessus plus profondément. Donc ça, c'est
Ça, c'est présent dans toute la pensée de Nietzsche. Comment tout être est fragile. L'art et la vie. Du point de vue de l'art, du point de vue de Nietzsche, l'art séduit en faveur de la vie. C'est pour ça que ça sera l'activité métaphysique. J'essaierai de préciser le sens du mot métaphysique dans ce contexte tout à l'heure. Bon, jusqu'à quel point, par conséquent, l'art répond-il aux exigences du critère nietzschéen de vérité? Je cite un fragment posthume ici, très court. Unique possibilité de vie dans l'art. Autrement, on se détourne de la vie. Le mouvement instinctif des sciences est celui de l'anéantissement complet de l'illusion. Vouloir arriver directement à la vérité. Nous nous intéressons ici spécialement à la tragédie. Nietzsche l'analyse en faisant appel à deux pulsions artistiques, l'apollénienne et la dionysienne. Le problème de la tragédie consiste à comprendre de quelle façon se nouent ces deux pulsions. Et sa difficulté tient au fait que ces pulsions s'opposent l'une à l'autre, comme il dit, de façon monstrueuse, que leur fonctionnement est tout à fait différent et que pourtant, dans la tragédie, elles s'unissent dans une union fraternelle. Bon, ce sera le problème que nous étudierons en fonction de la vie ici. D'abord, l'artiste apollinien, qui est un type, encore une fois. Dans son analyse, vous avez remarqué que dès le début, Nietzsche fait appel, ce qu'il fait très rarement, fait appel de façon positive à Aristote. Et il utilise sa théorie de l'imitation pour étudier l'art. L'art est une imitation de la nature. Évidemment, il ne s'agit pas de l'imitation au sens où on le prend d'habitude. C'est beaucoup plus, c'est une recréation et non pas une imitation. On aurait ça, par exemple, un auteur qui a repris beaucoup cette mentalité-là, étudier le sens du mot imitation, mimésis dans ce sens-là, ce serait un philosophe comme Paul Ricoeur, par exemple. Bon, cet artiste apollinien, la pulsion, lorsqu'il la définit, je me suis référé ici en partie sur il y a une étude de, peut-être que Suzanne aura propos d'étude de John Salis Crossing, qui est vraiment une des plus complètes ou des plus intéressantes, à mon sens, un plus des intéressants commentaires de la naissance de la tragédie. Le volume n'existe qu'en anglais, à ma connaissance. Ça n'a pas été traduit. Mais il a, et c'est ça que je retiens ici pour ma part, il étudie entre autres les œuvres de la naissance de la tragédie en se référant aux œuvres grecques que Nietzsche a travaillées, a étudiées et a enseignées à ses étudiants. Donc, à ce point de vue-là, c'est intéressant de se référer à ces œuvres grecques-là pour étudier la naissance de la tragédie. Bon, l'apollinien est d'abord une énergie qui jaillit de la nature. Donc, la nature est artiste. Ça serait très important toute sa vie aussi. La nature est artiste, avant l'homme. L'artiste arrive après la nature artiste. Elle est la pulsion qui produit des rêves et aussi comme un état d'absorption dans le cours des images. C'est dans le monde grec, surtout homérique, que Nietzsche a découvert les traits qui caractérisent Apollon. Apollon est un dieu qui brille. C'est un dieu qui apparaît. Et vous savez, vous avez vu que le mot « apparence » est très important dans la naissance de la tragédie. C'est un dieu qui travaille à distance. Il préserve la distance entre Dieu et les hommes. C'est le dieu de la mesure. C'est le Dieu qui va contre la démesure, la proximité trop grande de l'homme avec les dieux, comme par exemple Prométhée. C'est un Dieu prophète et guérisseur.
comme on peut le voir par exemple au sanctuaire de Delphes. Or, Nietzsche insiste sur l'image, en parlant d'Apollon, sur la belle apparence du monde des rêves. On est absorbé par les images, mais l'absorption est limitée par la distance que prend la contemplation. Ce serait extrêmement important pour la tragédie, la distance nécessaire qui permet de calmer l'émotion. L'état apollinien est délimité. C'est le Dieu des limites. Il est l'image, ce que Nietzsche exploitera, il est l'image du principe d'individuation. Il préserve les limites de l'individu. L'art apollinien est une imitation de la pulsion jaillie de la nature. Le monde créé par le poète est comme un monde de rêve. Le poète recrée et perfectionne les images naturelles qui apparaissent comme des images du rêve auxquelles il prend un plaisir contemplatif. Il y a donc beaucoup de contemplation ici dans le monde esthétique, dans la beauté chez Nietzsche. Si le poète apollinien reconnaît le royaume des titans, il en a triomphé totalement, comme il dit, par de puissants mirages et d'agréables illusions. Le mot illusion est parfois très complexe dans Nietzsche, ça veut dire c'est autant la réalité que ce qu'on appelle la fiction parfois. C'est une création, c'est autant la création de la nature, c'est la création de l'homme, ce sont des fictions. Je dirais l'image que la personne humaine se fait d'elle-même, par exemple, quand on parle de l'image du soi, ce qu'on appelle notre identité, c'est une création de soi. Donc c'est pour lui une illusion. Mais c'est une illusion qui n'est pas, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de... C'est une création, c'est important. C'est nécessaire. C'est ça qui fait vivre, oui. C'est ça qui fait vivre. Bon, l'art apollinien, dans l'art apollinien, parce qu'il y a une victoire complète sur les titans. Par exemple, à Delphes, le sanctuaire de Delphes d'Apollon est bâti sur le cadavre du serpent Python, donc qui est un monstre. Le but le plus profond d'une culture tournée vers l'apparence et la mesure ne peut être, dit-il, que la dissimulation de la vérité. Évidemment, la vérité prise au sens de démesure, encore ici. Il faut cacher la démesure, ce que fait Apollon. C'est ce que Nietzsche appelle la naïveté homérique, qui consiste en un engloutissement total dans la beauté de l'apparence. Il appelle ça parfois aussi même presque être perdu dans l'apparence, être complètement perdu dans l'apparence. Dans la beauté des dieux grecs, dans la beauté des dieux apolliniens, le grec apollinien se voit transfiguré. Il n'est pas troublé dans sa contemplation et dans son plaisir de voir. C'est un plaisir purement contemplatif, autrement dit. Ça prépare à la tragédie. Le type de l'artiste apollinien est sauvé en vivant complètement dans l'apparence belle. Mais cette naïveté n'est plus possible dès que Dionysos envahit le monde homérique. L'artiste pourra-t-il vivre encore dans la belle apparence du monde des rêves, lorsque le monde se présente comme tragique? Deuxième point, l'artiste dionysien. Pour caractériser Dionysos, Nietzsche a puisé dans la pièce d'Euripide Les Bacchantes, qui est une très belle pièce à lire, cette pièce d'Euripide. Bon, Dionysos survient à Thèbes comme un étranger, et pourtant c'est un dieu typiquement grec. Mais même chez les Grecs, il est présenté comme un étranger. Il est à la fois menaçant et bienveillant. C'est un dieu ambigu. Il veut faire connaître son identité que plusieurs lui contestent, y compris les sœurs de sa mère et le roi Panthée. Mais son identité est faite de contradictions. La grande différence avec Apollon, précisément. Il est un individu qui, en même temps, nie en lui l'individualité.
Il a été démembré par les titans, puis ramené à l'unité. Il est lui-même, mais il se métamorphose et il dépasse ses propres limites pour envahir les autres et les transformer. Il se présente comme masculin, mais avec des vêtements et une allure féminine. Ses suivants présentent la même contradiction. Les femmes de Thèbes sont conduites en délire sur la montagne. Elles sont hors d'elles-mêmes. L'extase, par conséquent, incapables de reconnaître leurs proches. Elles dépassent leur individualité. La nature végétale et animale leur obéit. Elles nourrissent de leur lait de jeunes animaux, mais se jettent sur d'autres bêtes pour les dépecer et en manger la chair crue. Aucun lien ne peut les enfermer. Donc, c'est l'abondance, la surabondance, l'excès. Ils sont ensorcelés. Ils dépassent les limites qui devraient les enfermer comme individus. La pulsion artistique naturelle dionysienne est interprétée par Nietzsche comme une ivresse, dans laquelle il retrouve la même contradiction. Terreur et ravissement accompagnent la rupture des limites de l'individu. Le dionysien marque la rupture du principe de l'individuation. Il voit le berceau du drame, c'est-à-dire la naissance de la tragédie, dans l'exaltation des forces vitales créées par le printemps, porter un tel excès qu'apparaissent des états extatiques, la croyance à l'enchantement. Et dans cet état, l'homme se voit transformé, ensorcelé, hors de lui-même, en extase. On voit, dit-il, et cette phrase est importante, ça revient aussi dans toute la naissance de tragédie, on voit trembler le sol. On voit trembler la croyance à l'indissolubilité et à la fixité de l'individu. La croyance à la fixité de l'individu. L'inverse de Apollon. Pour exprimer le dionysien, Nietzsche se sert d'images comme le tremblement de terre, l'esquif sur une mer agitée, et beaucoup d'autres, l'orage et d'autres. L'individu est envahi par une force qui rompt ses limites et menace son identité. Le moi est secoué, ébranlé, mis en mouvement. Il se sent perdu, comme lorsqu'on est frappé par la terreur, possédé par l'effroi ou accablé par la souffrance. En même temps, cette force métamorphose et ouvre l'individu à l'immensité et quasi à l'infinité des possibilités, ce qu'elle appellera plus tard des interprétations. De là, Nietzsche affirme que la contradiction, le plaisir né de la peine, parle à partir du cœur de la nature. Ce qui anime l'ivresse ou la frénésie du printemps, c'est l'esprit de la musique, dont le rythme premier est construire, détruire, qui se manifeste dans la cadence des chants et danses de la Saint-Jean, de la Saint-Guy ou dans les orgies de Babylone. La musique originaire se révèle dans les métamorphoses qu'elle fait subir au corps, dans les gestes, dans la danse, dans les chants populaires. L'esprit de la musique, par conséquent, c'est ce qu'on pourrait appeler le travail de l'imagination productive. C'est la musique des sentiments, c'est la musique du monde. Par conséquent, c'est antérieur à toute musique jouée ou à toute musique au sens où on l'entend généralement. C'est pour ça que Nietzsche en parle très peu, parce que précisément, c'est comme le premier jaillissement de l'individu, là où se manifeste d'abord la vie, dans cette pulsion de création et de destruction. L'art dionysien consiste dans l'imitation de l'état dionysien naturel, donc de l'extase. Cependant, l'œuvre dionysienne n'est pas une image. Nietzsche la présente comme un écho, comme une réverbération, comme une apparence sans image. Dans la musique dionysienne, dit-il, il y a un excès qui résonne. Le mot résonner est très important pour lui. Nietzsche parle de la force mimétique monstrueuse de la musique. L'élément caractéristique de la musique, dit-il, c'est la force d'ébranlement des sons. Et quand il veut résumer, il va dire tout ce qui est excessif ou démesuré doit se déverser dans la sonorité.
ou un peu plus loin, ce qui distingue l'art dionysien de l'art apollinien, le son réunit, l'œil divise. Par conséquent, l'œil sépare les choses, les met dans leur individualité, le son les réunit. Très souvent, l'image revient chez lui lorsqu'il veut exprimer ce qu'il veut faire comme philosophe, mais c'est comme frapper, disons, une cloche avec un marteau pour essayer de voir si le son qu'elle donne est franc, est pur, ou bien est impur et défaillant. Il y a cette défaillance fondamentale. Bien sûr, si on voulait un autre exemple, je penserais, je ne sais pas moi, au poème de Baudelaire, la cloche fêlée. Moi, mon âme est fêlée, dit-il. Pour lui, l'homme est fêlé fondamentalement. Et l'art est une façon, pour Nietzsche comme pour Baudelaire, bien de reconstituer un corps dans son intégrité. De retrouver d'une certaine façon sa propre intégrité, son identité. Le dernier point, j'ai été un peu long peut-être. Le dernier point, l'artiste tragique. La tragédie exprime dans des images ce que la musique évoque des aspects contradictoires de l'homme et du monde. Comment l'écho de l'extase peut-il se manifester dans une image? Comment la contemplation de l'apparence belle peut-elle exprimer la contradiction ressentie dans la musique? Alors que la pulsion apollinienne préserve l'individuation, la pulsion dionysienne tend à la violer. C'est dans la tragédie grecque que Nietzsche découvre le lien qui relie Dionysos et Apollon. Il étudie des héros qui lui apparaissent tous comme des masques de Dionysos. Tous les héros sont des masques de Dionysos. Par conséquent, c'est Dionysos qui est important. Ulysse, que ce soit Prométhée, que ce soit Édipe, sont des masques. C'est-à-dire, c'est comme une individualité à travers laquelle on voit la vie, on voit le tragique. Bon, il étudie spécialement ça. Je prendrai simplement très brièvement Édipe tel qu'on le présente dans le paragraphe 15. Bon, Édipe, c'est le type même, je dirais, du personnage qui a en lui quelque chose de monstrueux, et qui viole la nature dans la nature même. Édipe transgresse les lois de l'individu et rompt ses limites. En tuant son père et en épousant sa mère, il devient à la fois le fils et l'époux de Jocaste. Donc, l'individu est perdu. De même que le frère et le père de ses propres enfants. Édipe est sage, mais voué à la plus grande souffrance. Sa sagesse est ambiguë. C'est un pouvoir sur le sphinx à la nature monstrueuse. Édipe est plongé dans l'effroi et fait face à la sagesse de Silène. Il veut se détruire en s'aveuglant. Dans Édipe à colonne, sa souffrance est source d'une bienfaisance qui demeurera efficace jusqu'après sa mort. Prométhée, ça serait la même chose. Prométhée, dit-il, en même temps, cherche la justice et en même temps prône l'injustice. C'est la démesure de Prométhée, mais en même temps, c'est la recherche de la justice divine. Bon, à la réverbération, par conséquent, s'ajoute une image. La musique se rend visible dans un symbole qu'elle engendre. Incapable de se présenter, elle se manifeste dans une représentation. C'est le cœur qui engendre la scène. Il insiste toujours beaucoup là-dessus. C'est le cœur qui engendre la scène. Pour rendre présent le monstrueux qui, lui, n'est pas présentable. L'origine de la tragédie, c'est le cœur, dans lequel on se voit transformé comme si on était hors de soi et qu'on transgressait les limites de son individualité. L'image dérive totalement de la musique, mais en même temps, la musique est nécessaire pour apparaître, pour advenir dans le monde de l'apparence et de l'apparence belle. Et c'est tout à fait conforme à ces présupposés du début. Donc, étudier en partant des pulsions. Donc, la vie sera toujours antérieure à tout langage.
Comme ce qui est présenté par l'artiste tragique est le monstrueux, la perte de soi, l'abîme, l'homme ne pourrait l'affronter sans le transformer dans des images qui continuent de révéler son monstrueux. L'apparence belle devient sublime. Elle porte la marque de l'excès, de la transgression, de la joie et de la souffrance. Le sublime, dit-il, est le monde intermédiaire entre la beauté et la vérité. Vérité pris au sens de la démesure. On est entre les deux. C'est la beauté à travers laquelle se montre la démesure. C'est le monde de la vraisemblance, comme il dit. C'est le monde de la semblance du vrai, de l'apparence du vrai. À la fin de la tragédie, il montre en quoi l'art est nécessaire à la vie. Si nous pouvions nous représenter la dissonance faite homme, et l'homme est-il autre chose? L'homme, par conséquent, pour lui, est une dissonance. Cette dissonance aurait besoin pour vivre d'une illusion qui jeta sur sa nature propre un voile de beauté. Bon, nous sommes maintenant en mesure de comprendre en quoi l'art est plus fidèle que la science aux critères de vérité nietzschéen. Si ce dernier consiste dans le lien avec les pulsions inconscientes, il est clair que l'art, et surtout l'art tragique, satisfait pleinement à ce critère, car la tragédie a précisément pour origine les pulsions contradictoires, où l'art, où la plaisir et la souffrance sont indissociables. L'art tragique est supérieur à la science parce qu'il reconnaît tous les aspects de la vie, et que, comme art, il les transfigure en une figure de jeu. Je pense que j'ai bien... Je peux arrêter pour le moment. Non, il me reste quelques pages, mais c'est... Oui, c'est pour... oui. Bon, l'art tragique, dit Nietzsche, ajoute à la réalité quotidienne un supplément métaphysique. Bon, le supplément, évidemment, c'est le sublime. C'est l'image sublime. Le problème, c'est un supplément métaphysique. Or, il arrive que, chez Nietzsche, la plupart du temps, il emploie le mot métaphysique dans un sens péjoratif. Parfois, il l'entend dans un sens positif, comme l'inverse du métaphysique traditionnel. Bon, comme pour la vérité. Mais pourquoi ce supplément est-il métaphysique? Nous avons vu que la science, aussi bien que l'art, sont des illusions qui font croire à la vie. L'homme est par nature un artiste, mais la plupart du temps, il ne veut pas le reconnaître et il ne peut s'empêcher de poser, comme l'homme socratique, un fondement, un en soi, une réalité sous-jacente. Si l'artiste est davantage en accord avec la vie, c'est qu'il imite la nature artiste. C'est qu'il vit dans l'apparence, sans se demander s'il y a une réalité autre que l'apparence. Il demeure à la surface. Il jouit de la surface. Et c'est là sa profondeur. La métaphysique, traditionnellement, c'est la connaissance la plus profonde. Or, la vraie profondeur, c'est de demeurer à la surface. Nietzsche opère un renversement ou une inversion du platonisme. La vie dans l'apparence comme but, comme on disait tout à l'heure. Il énonce déjà ce qu'il exprimera plus tard dans la préface au Gai Savoir. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. La dimension dionysienne n'est pas comprise comme un arrière-monde, ni comme un fondement, mais comme un abîme, comme ce qui nie tout fondement. J'aimerais résumer ce travail en rapprochant la philosophie d'Héraclite et la tragédie. Ce serait peut-être plus vrai encore en le rapprochant d'Empédocle. Selon Héraclite, tout étant n'advient que comme le résultat d'un combat au cœur de la réalité. C'est ça qui a profondément marqué Nietzsche. Tout comme la tragédie, la philosophie est issue de l'esprit de la musique. Et le centre de la pensée d'Héraclite est illustré par les mêmes images du tremblement de terre et de l'esquif sur les flots en furie. Je cite un court extrait
d'un cours qu'il donnait à ses étudiants, qui a été traduit par les philosophes pré-platoniciens. Le devenir éternel a d'abord un aspect terrifiant et inquiétant. La sensation la plus forte à laquelle on puisse le comparer est celle éprouvée par quelqu'un qui, en pleine mer ou pendant un tremblement de terre, voit tout bouger alentour de lui. Il fallait une force stupéfiante pour transformer cet effet en son contraire, en une impression de sublime et d'étonnement ravi. C'est exactement le parallèle de ce qu'il dit pour la tragédie. C'est les mêmes images, c'est les mêmes mots, c'est le sublime, encore ici, les mêmes métaphores, et tout est relié à quoi? Au devenir éternel. Ça, c'est la grande différence. L'insistance sur le devenir, eh bien, a amené Nietzsche à, évidemment, prendre une autre direction, point de vue philosophique. L'homme vit dans un monde en devenir. Dans cette condition, son individualité est menacée. Il est porté par un courant qui le soulève, le dépasse et le mène à sa perte. Il est soumis au rythme primordial, à l'esprit de la musique, construire, détruire. Il ne peut pas vivre dans une telle condition et il est poussé à réaffirmer son individualité en recréant et en réaffirmant ses limites. Il peut, comme Socrate, créer un autre monde, soustrait au devenir, où son moi, comme esprit pur, est relié à une réalité intelligible. Le moi est alors un atome infrangible qui s'affirme en niant le devenir, et donc en niant la vie. Mais il peut aussi, comme l'artiste tragique, créer une image qui évoque le devenir avec son ambivalence de joie et de douleur, mais une image qui le transfigure. Cette image sublimée restitue au moi ses limites, tout en évoquant la perte du moi dans le devenir. Et le masque tragique, pour Nietzsche, cache et révèle à la fois l'abîme ou la relativité de tout étant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Alors, on est à la période des questions. Oui, Christian? J'avais une question un peu simpliste, là. Je voudrais savoir c'est quoi la tragédie. Je pense que c'est un mot qui est utilisé souvent, mais à moins que j'ai mal suivi. Non, la tragédie pour lui, c'est d'abord essentiellement ce qu'il a trouvé dans le monde grec, chez les grands tragiques grecs, Eschyle, Sophocle et Euripide. C'est ça qu'il étudie. Et pour lui, ce qui est le centre de la tragédie, c'est, je dirais, ce qui s'oppose à toute vision, je dirais, comme celle qui le reproche à Jean-Jacques Rousseau, que l'homme soit naturellement bon. Donc, pour lui, ce qui est fondamental chez l'homme, c'est que l'être humain est, dans sa nature même, soumis à l'absurde. Il est soumis, il n'y a pas de sens dans le monde antérieurement au sens que l'homme lui donnera. Par conséquent, le tragique, c'est qu'il n'y a pas de sens, fondamentalement. Mais qu'il y a que l'homme, en même temps qu'il veut se construire, veut se détruire. C'est pour ça que, je dirais, son rythme premier, c'est le rythme qu'il trouve dans le devenir, ou dans le devenir, si j'étudie le devenir et que je veux faire une philosophie du devenir, bien, je suis pratiquement obligé de poser l'individu comme, je dirais, toujours dévoré par celui qui le suit. Toujours l'instant actuel sera toujours dévoré par le suivant qui vient. De sorte que, je dirais, l'étant est toujours quelque chose qui apparaît, mais qui est toujours menacé. C'est là qu'est le tragique. Il est toujours menacé. Il est toujours comme quelqu'un qui perd ses appuis. Comme quelqu'un qui est, pour donner dans un autre registre duquel il est très proche, c'est un peu comme quelqu'un qui est angoissé.
il est débordé par l'angoisse, comme l'individu, le moi dans l'angoisse est débordé, il est comme envahi, et en même temps, il est traumatisé. Il subit un traumatisme en lui, il est brisé. Alors, c'est ça, je pense, que j'entendrais là, par le tragique chez lui. Toute opposition à une vision optimiste du monde. OK. Donc, c'est l'aspect faillé de son être Oui, oui, qui exactement. constitue exactement. cette Oui, dimension oui, tragique. Si oui, j'ai bien oui. compris. À mon sens, c'est fini. c'est ce que je pense. Mais il est toujours en construction. Toujours en construction. C'est C'est pour ça que ça s'opposait à tout, par exemple, à toute théorie de l'adaptation directement. C'est toujours le plus. C'est toujours toujours le plus. à une création, dans le fond. Oui, 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 oui. Par exemple, genre, ne serait-ce que dans n'importe quelle circonstance, quand je comprends quelque chose, ben, je le construis à partir des chaînes que j'ai déjà. Alors, à partir des chaînes que j'ai déjà, j'assimile ce que j'ai. Et là, on n'est pas tellement loin, des fois, même du sens du mot assimilation qu'on trouvera chez Piaget, disons, et d'autres psychologues par la suite. Là. Mais c'est cet aspect de construction qu'il met au tout début, lui. Là. Et si on est dans un monde de devenir, bien pour lui, l'important, c'est que sans cesse, le monde se crée et se détruit. De ça, il n'a pas de fin. Hein. Dans ce sens-là. Mais qu'en même temps, pour lui, ce n'est pas une pure répétition. C'est qu'il met en évidence, et c'est là un peu que on peut placer je dirais, l'élitisme de Nietzsche, qu'on lui reproche parfois, je parlais tout à l'heure de perspective. Hein? Bon, cet aspect dans lequel chacun crée son monde à partir de sa perspective. Par conséquent, je ne puis comprendre certains mondes que si je suis son égal. Donc Nietzsche dit, moi je suis un être posthume, les gens ne me comprendront pas. c'est pas de l'égocentrisme, il est convaincu que ce qu'il apporte, je dirais, est incompréhensible pour la plupart des gens. Par conséquent, c'est une perspective. Et il y a tous les types, je dirais, ont des intérêts, ont des valeurs à partir desquelles ils créent et à partir desquelles ils jugent et à partir desquelles ils critiquent. Donc pour lui, je dirais, l'élitisme consisterait précisément à avoir des pulsions, comme il le disait des Grecs, des pulsions fortes, mais en même temps capables d'une très grande sublimation. Dans le monde de l'art, dans le monde de la science, dans le monde, dans les différents mondes. Hein. C'est pour ça qu'il ne détruit pas. C'est très rare que Nietzsche va détruire une perspective. Il analyse des perspectives et essaie de situer la valeur de telle perspective par rapport à la valeur d'autres perspectives. C'est vrai, il ne fait pas de condamnation. Il ne fait pas de condamnation. De Non, Socrate. non, non, non. Au contraire, Socrate et Platon sont pour lui des modèles. Mais quand il fait de la santé un critère de vérité, et qu'il traite Socrate comme un malade, je pense qu'il fait une évaluation là, mais c'est en fonction de sa propre axiologie. Oui, 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 oui. Donc, il ne perd jamais de vue que c'est une axiologie propre à sa perspective. Oui, exactement. Exactement, exactement. Mais c'est pour ça qu'il se dit non dogmatique, parce que la perspective, le fait de son perspectivisme, l'amène à ne pas arriver à un critère de vérité, par contre, précisément. Rien n'est vrai. On verra plutôt, peut-être tout à l'heure, plus dans l'autre. Mais rien n'est vrai dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui n'a pas de valeur, mais ça veut dire que rien n'est vrai au sens où Socrate parle du vrai. Qui transcende toutes les perspectives. Oui. Oui, 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 oui. Mais ça serait plus dans le sens où, si
je dirais, si ce qui est la vraie réalité de laquelle tout émerge, c'est la vie, entendue comme, j'ai essayé de l'expliquer ici, bien, à ce moment-là, tous les langages viennent de là. Par exemple, vérité et pas méthode, mais vérité et mensonge va aller dans cette ligne-là. Par exemple, essayer de montrer d'où naît la vérité dans la perspective de Nietzsche. Et là, il va défaire l'autre. Mais lorsqu'il juge, il va en même temps montrer la grandeur de Platon. Il va montrer la grandeur de Kant. Il va montrer la grandeur du christianisme. Il va montrer la grandeur de Pascal, duquel il se dit frère de sang, de César, et ainsi de suite. Il analyse les types pour la perspective, est-ce que c'est possible de prévoir des types nouveaux? Comme, quand je pose la question, est-ce que Socrate peut devenir musicien? C'est un type parce que Socrate, c'est le Socrate qui a vécu, mais c'est aussi le Socrate de son temps. Exactement comme il dit à propos de Zarathustra, il va se demander, ben, pourquoi est-ce que personne ne m'a jamais demandé pourquoi j'ai appelé mon volume Zarathustra? Pourtant, Zarathustra, c'est le plus grand dualiste qui a existé dans l'Antiquité. Bon, pourquoi je l'ai appelé Zarathustra? Parce que, dit-il, c'est lui qui a fondé le dualisme. Par conséquent, c'est lui qui est capable de le rejeter, de le surmonter. Donc, ça suppose que Zarathustra, c'est toute l'histoire occidentale jusqu'à lui. Et jusqu'à lui, jusqu'après lui même. Donc, parce que déjà, il y a un renversement des valeurs qui s'opère avec Zarathustra. Au niveau du sublime, je suis frappée de voir que c'est vraiment pas dans les mêmes catégories que Kant. T'as le beau qu'on pourrait attribuer à Apollon, le sublime qu'on pourrait attribuer à Dionysos. On voit que ça passe l'un dans l'autre. Oui. Parce que le devenir, c'est le beau qui devient sublime. Alors Oui, que chez oui, d'autres oui, oui. auteurs, c'est très, Oui, très, très... exactement. Et ça peut être mélangeant, mais quand on comprend son truc de devenir, Exactement. c'est plutôt une sublimation. Oui, que dans la beauté, au fond, que l'homme, il le dit assez souvent d'ailleurs, que l'homme est laid, que la nature est laide. Mais, par conséquent, je dirais, elle ne peut devenir belle vraiment, et je peux l'assumer uniquement dans la mesure où je peux la transformer, mais je ne peux pas la transformer en pure beauté. Parce qu'à ce moment-là, je me mentirais. Je mentirais, j'éliminerais toute une partie de moi-même. J'élimine toute la partie, pas grotesque, mais la partie monstrueuse de mon être. Alors c'est ça qui va apparaître dans la beauté et qui va transformer la beauté en sublime. Elle va amener la fêlure, elle va amener cet aspect-là. Et je pense qu'on rejoint un aspect de Kant quand même là-dedans, Oui. avec cette... Oui, cette définition du monstrueux, Oui, c'est oui, 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 sublime, mathématique et dynamique. oui, oui, oui. Peut-être juste une autre question. Lorsque tu as parlé de l'imitation, tu dis que son sens d'imitation, c'est pas le sens aristotélicien. Mais est-ce que Lui ça- le prend comme sens aristotélicien. Il le réfère à lui sans aucune... Ah oui, parce que j'allais dire que même chez Aristote, l'imitation, c'est quand même... C'est Ben, plus, c'est c'est plus que positif, l'imitation, mais oui. je pense que oui, c'est plus Aucun doute, qu'une aucun doute, imitation. aucun doute, Non, aucun c'est doute. déjà une recréation. Aucun doute, aucun doute, aucun doute, aucun doute. D'autres questions? Ben, on pourra les continuer tout à l'heure aussi après le commentaire du paragraphe. Est-ce que tu veux faire une petite pause? Pas de problème. Oui. Est-ce que tu veux plus d'eau? Bien le traiter. Je se dirige vers la mort de Dieu. Je sais pas si- Est-ce que vous connaissez ce texte-là? Oh oui, vous connaissez. L'insensé. J'avais peut-être une petite remarque concernant Dionysos. C'est le seul dieu à être
né d'une l'union avec une mortelle. Ouais. Ou- Ben, il, non, il il y a se, d'autres- il se proclame comme ça, tu il sais, se proclame- oui, Ah, c'est dans mêlé. les vacances. Ouais. Ouais. oui, oui, oui. Ok, c'est parce que c'est pas une version qui est universelle. Ça, c'est Il est né logique. il est né d'une mort. Non, c'est pas une version universelle, non. Ok. Non, non, parce qu'il y a même des fois né d'un dieu d'une mortelle, parfois l'un est immortel, l'autre l'est pas, ou ainsi de suite. Oui. Il a grandi dans le À propos de Dionysos aussi, tu me faisais penser. Il y a, à propos de Socrate puis Dionysos, Dionysos est le seul, avec la Gorgone, et c'est le seul dieu que l'on voit toujours de face, avec les deux yeux et que dans les deux cas, c'est quelque chose qui fascine, quelque chose qui envahit. C'est quelque chose qui... tandis que, comme Nietzsche présentait le cyclope comme son unique œil cyclopéen. Donc l'œil sans perspective, l'œil qui ne voit pas une autre dimension que la dimension de surface. C'est bien, ça, c'est une histoire de... C'est lui qui est sorti de la cuve de Jupiter. Ça, Oui, c'est oui, universel. oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ça peut me faire assurer que On dit que quand on emploie l'expression, Ok. t'es pas né, on dit ça souvent des chrétiens. super, parce que je me sentais tout seul. Il y en a un précédent. Ok, super. Bon, c'est un commentaire. Alors, ça, c'est une commande du groupe sur Nietzsche que préside Christian. Ah, Exactement. ok. Moi, je trouvais qu'on avait besoin de réfléchir là-dessus. là, Mais j'essaie d'en faire un pas très... Je saisis certains points, simplement par commentaire. Bon. Ah, c'est la mort de Dieu, surtout que... C'est sur la mort de Dieu dans ce texte-ci. Parce que, bon, il y a plusieurs textes de Nietzsche sur la mort de Dieu. D'abord, ne serait-ce que dans le Gai Savoir, il y a ce texte-ci, puis vous en avez un autre au commencement du 5e livre. Le 5e livre a été écrit plusieurs années après les autres livres. Donc, ce livre-là recommence avec encore un chapitre sur la mort de Dieu, mais qui se présente dans une autre perspective. Bon, par exemple, je ne sais pas, dans le Gai Savoir, numéro 125, celui dont on parle maintenant, je dirais que l'insistance est sur la nécessité que l'être humain acquiert le sentiment d'être meurtrier de Dieu. Tandis que, au numéro 343, il montrerait plutôt que Dieu est mort à la suite d'un conflit interne, donc d'une mort naturelle. Dans Zarathustra, on parle aussi de la mort de Dieu. Par exemple, hors de service, au livre 4, le personnage du vieux pape est d'avis que Dieu est mort étouffé par sa trop grande pitié pour l'homme. Mais Zarathustra lui répond, cette phrase des fois embarrassante un peu, quand les dieux meurent, ils meurent toujours de plusieurs sortes de morts. Par conséquent, ça dépend des perspectives, ça dépend des étapes où on est, ça dépend du lieu où on se situe pour évaluer ce qu'est la mort de Dieu. Ma lecture développera brièvement 4 points. Tout d'abord, l'identité de l'insensé, la grandeur de l'action, la nécessité de se sentir meurtrier de Dieu et, en fin de compte, la longue durée requise pour que le sentiment se développe. L'identité de l'insensé. Bon. Tout d'abord, la foule qui se tient sur la place publique est intéressée par quoi? Par les nouvelles du jour. Les nouvelles du jour qui sont à comprendre facilement par tous ceux qui sont là. Ceux qui sont sur la place publique, au fond, c'est ce que Nietzsche appellerait le commun. Ceux qui communiquent au niveau du langage ordinaire et qui, par conséquent, se comprennent sur les choses ordinaires de la vie. Dans cette mesure-là, c'est la même foule qui accueille Zarathustra sur la place publique dans le prologue du Zarathustra. Et par conséquent, il se moque de lui de la même façon.
Il y a par conséquent une parenté entre Zarathustra et l'insensé. À un moment donné, Nietzsche dit « Dieu est mort, vive le surhumain ». Donc on voit qu'on est dans le même registre. Il y a l'annonce du même événement. C'est les deux faces du même événement. L'insensé. L'insensé n'est pas un sot. S-O-T, là. L'insensé n'est pas insensé au sens ordinaire du mot. C'est au contraire un homme vraiment remarquable dont la principale caractéristique est d'être intempestif ou d'être inactuel. Il est intempestif, c'est-à-dire qu'il n'est pas de son temps. Et ça, c'est toujours dans Nietzsche, l'intempestif est toujours présent. Donc, tu parlais tantôt, lui-même est intempestif. Oui, 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 il se présentait comme moi, je suis un être posthume. Non, pas dans le sens du mot. C'est ça. Pas au même niveau. Pas dans la même chronologie. Dans le texte, c'est quelqu'un qui est en dissonance avec la culture de l'époque. Dans le texte, Nietzsche le rattache à travers diverses allusions à des personnages, eux aussi intempestifs. À Diogène, c'est bien sûr, avec sa lanterne, qui cherche un homme. Il le rapproche de Jésus, dont il cite la phrase « Mon temps n'est pas encore venu ». À Paul de Tarse, qui s'adresse aux Athéniens rassemblés sur la place publique, à entendre les dernières nouveautés et qui se moque de lui. Et bien sûr, à Nietzsche lui-même, incompris de ses contemporains, et dont le destin est de briser l'humanité en deux parties. On vit avant lui, on vit après lui. Bon, la rupture, par conséquent, sur laquelle il insiste tellement, c'est ça qui est le renversement dont il parlait. Il y a probablement d'autres allusions encore. Bon. La grandeur de l'action. Que signifie la mort de Dieu? Bon, tout d'abord, ce n'est pas un énoncé sur la vérité. Ce n'est pas un énoncé concernant est-ce que c'est vrai ou faux que Dieu existe ou que Dieu est mort. C'est plutôt un énoncé concernant la valeur. Et concernant ce qu'on appelait tout à l'heure le critère de vérité de Nietzsche. Dieu représente la valeur suprême de la civilisation occidentale depuis Platon et le christianisme. De cette valeur dépendent toutes les autres valeurs de la civilisation. Le numéro 343 du Gai Savoir donne une définition simple de la mort de Dieu. La croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit. Dans le discrédit, vous avez l'aspect de croyance. Elle est tombée, on ne croit plus. Dans ce sens-là, donc, ce n'est pas au niveau de la vérité, c'est au niveau de la croyance, de la conviction. Dans son discrédit, elle entraîne les autres valeurs qui lui sont attachées. Les valeurs, si on voulait définir les valeurs, plus précisément, les valeurs pour un groupe ou pour un individu, bien, ce sont ce que Nietzsche appelle des conditions d'existence. Or, ici, cette condition d'existence qu'est Dieu cesse d'être une condition d'existence. Elle n'est plus nécessaire pour vivre. En conséquence, bien, elles ne sont plus considérées comme nécessaires à la vie et elles deviennent de moins en moins croyables. C'est là l'affirmation du nihilisme, la fin du Dieu moral et du règne de la moralité. Parce que ce que Nietzsche considère toujours, c'est beaucoup plus Dieu moral, Dieu auteur de la moralité. Et dans ce sens-là, Nietzsche se considère comme immoral vis-à-vis cette morale qu'est la morale, je dirais, de l'intention, la morale centrée sur le conscient. Mais il n'est pas contre toute morale, évidemment. Bon, le seul sens que le monde avait connu jusqu'à présent et qui avait permis de vivre, de supporter la souffrance, s'était évanoui. Maintenant, rien n'est vrai
tout est vain. Phrase qu'il ramène souvent. Les métaphores qu'il emploie. La mer a été vidée. Comme avec une éponge, l'horizon tout entier a été effacé. Et surtout, le lien s'est rompu entre la terre et le soleil. Le soleil intelligible, source de tout sens, s'est brisé, abandonnant la terre à une course errante, sans direction ni but, dans le vide et le froid. Quand on compare le 127 ici avec l'autre relation de la mort de Dieu plus loin dans le même volume, on voit que les métaphores sont inversées du christianisme à la perspective de Nietzsche. Par exemple, la mer dont il parle ici, bien, ça devient notre mer. Donc, la mer à partir de ma perspective, celle qui vient de moi. Cette mer illimitée à partir de laquelle je puis m'engager. L'horizon devient un nouvel horizon. Ce n'est pas l'ancien horizon qui est reconstitué, c'est un nouvel horizon. Ce n'est plus le soleil qui est à l'origine du lien intelligible avec la Terre. Ce qui est à l'origine, c'est la lumière de l'aurore. Donc la lumière de la Terre, la lumière qui vient de la Terre, et non plus la lumière qui vient du ciel. Bon, il n'y a plus de fondement par conséquent. Il n'y a que des interprétations qui se renvoient l'une à l'autre, un peu comme on parlait tout à l'heure, des apparences. Le devenir n'est qu'un jeu d'interprétation. Il y a aussi quelque chose de très différent de l'un à l'autre. Dans la première version, bien, on a comme le sentiment dominant, c'est un sentiment de ressentiment. Il y a quelque chose du ressentiment et donc d'une espèce de vengeance. Dans le deuxième, c'est plutôt le sentiment qui est propre au volume, c'est le gai savoir, c'est la gaieté, c'est la bonne humeur. C'est la victoire sur la souffrance. Avant tout. Bon, le nihilisme désigne aussi l'histoire du discrédit des valeurs de la culture occidentale. Au fond, c'est comme la logique du développement des valeurs occidentales. Notre texte met surtout en évidence l'étape qu'on peut appeler le nihilisme actif. Il ne suffit pas de faire comme les libres penseurs dont il parle. Ces libres penseurs contemporains qui ne croient pas en Dieu, mais dont l'athéisme est un conformisme. Il s'oppose très souvent à ce qu'il appelle les libres penseurs du 19e siècle. Parce qu'au fond, pour lui, ce ne sont que des ombres de Dieu. Eux aussi croient à la vérité. Eux aussi sont sur la place publique et ne s'intéressent qu'aux nouvelles du jour. Ce moment du nihilisme est bien exprimé, le moment dont on parle dans le texte, dans Ecce Homo, pourquoi je suis un destin. Je connais la joie de la destruction à un degré qui est à la mesure de ma force de destruction. Je suis le premier immoraliste. Par là, je suis le destructeur par excellence. Je suis le destructeur par excellence. Je suis l'immoraliste. Immoraliste dans le sens où on l'a pris tout à l'heure. Donc le sens, me semble-t-il, de ce texte de la mort de Dieu, c'est d'abord le nihilisme actif, par conséquent, le nihilisme qui veut détruire. J'aborde maintenant le troisième point, la nécessité de se sentir le meurtrier de Dieu. Pourquoi insister tellement sur cette nécessité de se sentir le meurtrier de Dieu? C'est encore plus clair qu'il insiste sur la nécessité du sentiment dans les textes qui préparent ce texte-ci dans les fragments posthumes. Bon, l'insensé fait appel à l'expérience de chacun. Dieu est mort et c'est vous et moi qui l'avons tué. Ce n'est pas une vérité, par conséquent, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors. C'est vous et moi qui l'avons tué. Nous sommes les meurtriers de Dieu. Comme Zarathustra, l'insensé se cherche des compagnons.
qui partage son expérience. Il provoque la foule, mais il est renvoyé à sa solitude. Seules les expériences communes sont communicables. Les expériences rares sont incomprises. Et il insiste là-dessus souvent en renvoyant à la fin de l'éthique de Spinoza. Tout ce qui est beau est rare. C'est là, comme je le disais tout à l'heure, l'élitisme de Nietzsche. Le nihilisme actif consiste à se faire le destructeur des valeurs les plus vénérées. De là naît le sentiment d'être un criminel ou un assassin. Cette étape correspond à la métamorphose du chameau en lion, dans les métamorphoses qui commencent le Zarathustra de Nietzsche. Bon, je dirais, c'est le destructeur des valeurs les plus vénérées. Nietzsche suppose par conséquent, et c'est plus clair encore dans les trois métamorphoses, que au point de départ, il suppose un homme qui est capable de vénérer, un homme qui a beaucoup vénéré, un homme qui a admiré des grands hommes, qui a admiré des grandes traditions, qui s'est mis à leur service. Comme le chameau, il a porté beaucoup. Mais arrive une étape où, je dirais, le chameau se métamorphose en lion. Il s'en va au désert, dans la solitude, se décharger de toutes ses vénérations passées. Il se transforme en bête de proie. C'est activement que l'esprit libre se fait destructeur. C'est lui qui a créé ses valeurs, c'est à lui qu'il revient de les détruire. Cette étape reflète sans doute aussi la crise de Nietzsche lors de sa rupture avec Wagner et de sa démission comme professeur de l'université de Bâle, qu'il appelle plus tard son grand affranchissement, rapporté entre autres dans les deux préfaces de Humain trop humain. Surtout la première préface de Humain trop humain est très intéressante dans ce point de vue-là. Comment Nietzsche interprète sa rupture avec Nietzsche. Pour lui, ce n'est pas d'abord une rupture avec Nietzsche, c'est une découverte de lui-même. C'est un dépassement de lui-même. C'est de revenir à soi. Après avoir, je dirais, relativisé toutes ces vénérations passées, dont Wagner, dont Schopenhauer, mais dont beaucoup d'autres choses aussi. Donc, ce n'est pas, il n'a jamais détesté Wagner. Wagner est resté jusqu'à la fin le plus grand homme avec lequel il a vécu. Il n'a jamais renié son amitié avec Wagner, et même la musique de Wagner reste pour lui, s'il y a encore de plus beau. Le destructeur, par conséquent, ne crée pas de nouvelles valeurs, mais il se rend libre pour de nouvelles valeurs. Conquérir ce droit, dit Zarathustra, c'est un acte féroce pour lui et le fait d'une bête de proie. Pour Nietzsche, tout grand homme passe par la phase du criminel. Je lis, vraiment posthume, la représentation nous répugne que tous les grands hommes étaient des criminels, uniquement dans le grand style, pas un vulgaire criminel, uniquement dans le grand style et non pas l'état misérable, que le crime appartient à la grandeur. Une autre citation, presque tout génie connaît comme l'une de ses évolutions l'existence catilinaire, un sentiment de haine, de vengeance et de soulèvement à l'égard de tout ce qui est déjà, et il souligne, à l'égard de tout ce qui est déjà, de tout ce qui ne devient plus souligné. En conséquence, c'est on se soulève à l'égard de tout ce qui est pour entrer dans tout ce qui devient. Catilina, la forme sous laquelle préexistent tous ces arts. Et tous ces arts est souligné. Alors ici, nous avons donc encore toujours cet aspect de sortir de ce qui est. C'est une fixation. C'est une illusion que l'on prend pour quelque chose qui existe vraiment et qui devient l'essentiel. Alors,
il faut se tourner vers tout ce qui ne devient plus. Comme il a dit souvent, deviens ce que tu es. Donc, deviens un devenant. Deviens un devenant, quelqu'un qui est toujours, qui est entré dans le mouvement de création et de destruction. Ainsi, tout génie, c'est-à-dire tout créateur, a eu le courage de détruire les formes qui sont devenues fixées, afin d'ouvrir la voie au devenir et de rendre possible la création d'autres formes. Dernier point, la longue durée requise pour que le sentiment se développe. Pourquoi est-ce qu'il insiste tellement sur le fait que ça prend des siècles pour que ce sentiment se développe et que ce soit peut-être seulement dans 200 ans qu'on comprendra ce qu'il veut dire? Bon, le sentiment d'avoir tué Dieu prend beaucoup de temps avant de devenir conscient. C'est que ce sentiment doit naître et se développer au cours de longues générations d'êtres humains. C'est tout le problème de ce qu'il appelle parfois le dressage ou bien l'éducation à long terme d'un groupe humain. Le nihilisme se développe peu à peu au cours de l'histoire européenne. Cette révélation, la révélation du nihilisme, est liée au développement de la probité. En effet, c'est par probité que l'être humain en vient à mettre en question le Dieu moral et plus largement la morale comme telle. C'est par probité que l'homme se fait l'assassin de Dieu. Or, la probité s'est incorporée progressivement au cours des siècles dans la culture, à l'intérieur même de la morale chrétienne, à l'intérieur même de la science, jusqu'à ce qu'elle se retourne par probité contre la morale chrétienne et contre la conception que la science se faisait d'elle-même. Donc, la probité est un sentiment qui naît et qui s'est développé d'abord par la morale chrétienne ascétique, qui a été repris par la science qui veut enlever tout préjugé, qui veut enlever tout ce qui nuit à la probité, qui veut être propre jusqu'au bout. Or, on a vu que la science n'a pas pu être propre jusqu'au bout, mais que dans son sein, s'est développée. Et c'est ça qui est grand. Elle a développé la probité qui se retourne à un moment donné contre la conception que la science se fait d'elle-même, c'est-à-dire de prétendre arriver à la vérité. Bon. Or, la probité est le résultat d'une éducation inconsciente. Donc, contrairement à l'éducation platonicienne qui se veut consciente, l'éducation à la probité et l'éducation tout simplement est d'abord le résultat d'une éducation inconsciente. Et elle s'impose de plus en plus comme condition d'existence. Elle est, selon Nietzsche, une sublimation de la cruauté. L'homme de connaissance exerce sa fonction en artiste et en transfigurateur de la cruauté. Cet élément-là encore est très important. La cruauté, on l'a dans toute destruction. Bon, elle est là pour, dès le premier mouvement, dès le premier sursaut humain, la cruauté est là. Mais il y a une sublimation de la cruauté et la connaissance est une sublimation de la cruauté. Et Freud dit la même chose par après. Et la cruauté est inséparable de la vie comme volonté de puissance. De plus, Nietzsche insiste sur le fait que la probité est une vertu nouvelle et caractéristique de l'esprit libre. De la même manière, il insiste sur le fait que le sentiment de se sentir l'assassin de Dieu est un sentiment nouveau. Je cite, « Ce sentiment d'avoir tué ce que le monde possédait de plus puissant et de plus sacré jusqu'alors, il va gagner les hommes. C'est un sentiment formidable, un sentiment nouveau. » Et il souligne le mot nouveau. C'est un sentiment formidable, et le mot formidable, c'est le même sens qu'il employait pour désigner le monstrueux. Oui, c'est vrai.
De même, la probité, dit-il, est une vertu en devenir. Elle n'est pas arrivée à son plein épanouissement. De même, le sentiment d'avoir tué Dieu est encore faible. Je cite, « Ce sentiment d'avoir tué le très saint et le tout-puissant, il faut que lui aussi vienne d'abord s'abattre sur des individus isolés, comme lui Nietzsche. Pour l'instant, ce serait prématuré. Ce sentiment est encore trop faible. » Je cite encore, « Cela est une nouveauté redoutable qui a encore besoin de 2 siècles pour arriver au sentiment des Européens. » Pour arriver au sentiment et non pas à l'intelligence. Non pas que Nietzsche soit contre l'intelligence. Nietzsche situe l'intelligence après la pulsion et non pas avant. L'intelligence est un instrument au service de la pulsion. Un peu comme chez David Hume. On a cet aspect-là. Donc, Nietzsche, au niveau du langage, au niveau de sa présentation, il est parfaitement cohérent, il est parfaitement logique. Mais cette logique ne vaut que dans le domaine de l'intelligence et elle ne vaut plus au niveau préconscient. C'est pour cela que la logique des métaphores, la logique de ce qu'on a vu tout à l'heure à propos du tragique n'est pas une logique au sens strict du mot. Ce n'est pas une logique raisonnable. C'est une logique de la contradiction. Et qu'on retrouvera dans le langage symbolique, précisément. C'est pour ça que Nietzsche veut exposer sa théorie dans des métaphores et non pas dans un langage traditionnel. Parce qu'il est plus près de la vie. Je ne sais pas si ça rend un petit peu compte de ce que La période des questions est ouverte. Christian? Je vais me sacrifier. La mort de Dieu, c'est quand même un thème qu'on retrouve beaucoup dans les mythologies. Oui. Même dans le christianisme où l'être humain se reconnaît pécheur, puis à titre de pécheur, il a comme participé au peuple de Dieu, même s'il ne vivait pas autant que Jésus. Que ce qui serait nouveau dans le cas du thème Nietzsche, ce serait plutôt le sens qu'il donne à cette mort de Dieu. C'est surtout le sens sens. qu'il donne, l'interprétation. Oui, c'est sûrement l'interprétation. Parce que quand vous dites que c'est tout nouveau, là, ça sonne bizarre dans mon oreille. Là. Fait que ça serait nouveau dans le sens de l'interprétation, et non pas de l'affirmation telle qu'elle, bien indépendamment des contextes. D'accord. C'est pas du tout au niveau d'abord théorique, c'est absolument pas au niveau logique. C'est au niveau précisément de son analyse des cultures. Il analyse les cultures et se rend compte, par exemple, à propos de la civilisation socratique, et c'est celle-là qu'il attaque ici encore, c'est toujours celle-là qui dure. Et il attaque celle-là, non pas pour la défaire, mais pour montrer qu'elle a réifié métaphysiquement son terme, c'est-à-dire elle a sacrifié le devenir. De sorte que toute la métaphysique, disons, traditionnelle, a éliminé le temps. Et ça c'est grec. Et Nietzsche, vraiment, n'a pas complètement tort. Il est dans la ligne de son temps, d'ailleurs. Il est dans le ligne où l'historicité commence à être importante, où les philosophies de la vie s'instaurent, et ainsi de suite. Par conséquent, il étudie la période grecque jusqu'à nos jours, en montrant qu'on a laissé de côté, par exemple, toutes les images. Et qu'il y a très peu d'auteurs. Il y a peut-être Vico, il y a peut-être Jean-Jacques Rousseau qui ont commencé à montrer que peut-être la poésie était antérieure au langage littéral. Bon, donc, c'est ça que Les Nietzsche... romantiques aussi. Les romantiques aussi, oui. Donc, dans cette mesure-là, il y a
il y a une reprise pour Nietzsche d'une faiblesse de la philosophie traditionnelle, dans ce sens-là. Donc, il étudie cette, ou bien, je ne sais pas, dans tous les domaines, si vous regardez on éliminait complètement je ne sais pas moi, dans le monde grec, tout ce qui était supralunaire était éternel. Il n'y avait pas de science possible de la morale. Il y avait de l'opinion. On opposait opinion et science. La science, ça valait pour le nécessaire. L'opinion pour ce qui change. Mais jamais ce qui change ne pouvait devenir science. Or, aujourd'hui, ben, ce qui change devient science aussi. On peut faire une science des rêves. On peut faire une science de tout ce qui est à l'extrême, au marginal de la civilisation. Alors, dans cette mesure-là, c'est ça qu'il étudie. Il étudie la transformation qui se fait. Or, pour lui, il a identifié, je dirais, par exemple, le christianisme au monde grec. C'est en partie vrai, je pense bien dans le langage et ainsi de suite, et que tout cet aspect-là est pour lui quelque chose qui nie la vie, de sorte qu'il n'a plus de sens pour lui à parler, comme Platon, de l'esprit humain en relation avec un monde intelligible, par exemple. Tout est fixé. Oui. Donc là, je dirais qu'il y a des options à prendre. Je dirais comment philosopher après Nietzsche. Ça veut dire suivre Nietzsche? Pas nécessairement. Mais ça veut dire qu'il y a des perspectives, même dans la perspective de Nietzsche, c'est pas ça qu'il va... Il était, lui, pour... Je dirais, il y a des perspectives différentes. Et les philosophies correspondent à des perspectives différentes. Dieu là-dedans était la forme la plus fixe, dans le fond. C'était la forme la plus fixe ou la plus importante, comme la clé de voûte qui donnait l'intelligibilité à tout. D'où la nécessité de l'assassiner. Oui. C'est pour ça que Nietzsche va dire que le christianisme est un platonisme pour le peuple. C'est-à-dire parce que pour lui, ce qui, dans Platon, était le bien intelligible, n'est pas populaire. C'est-à-dire, jamais la foule ne sera conquise par Platon. Mais que le christianisme, pour lui, a repris cette idée et, comme religion, a pu la généraliser. Le christianisme, après Nietzsche, s'est pas débarrassé de tout son platonisme. Ben, peut-être qu'il ne faudrait pas non plus, je ne sais pas. Faudrait... Non, c'est qu'un philosophe présente toujours une perspective, et c'est ça qui fait la richesse d'un grand philosophe. Je pense que si tous les philosophes étaient semblables, ben, ça serait qu'il n'y aurait pas de dialogue possible. Il n'y a de dialogue et possibilité d'avancer que si il y a des philosophes différents. Et qu'en général, je dirais, je pense que c'est ça que l'herméneutique a développé beaucoup et très précieuse, dans le sens que comment des philosophies partant de présupposés différents peuvent-ils en venir à dialoguer? Mais je posais la question parce qu'il y en a beaucoup que c'est pas tant le christianisme qui vont rejeter que le platonisme. Ils prennent l'un pour l'autre. À cause qu'au fil des siècles, dans sa tradition, l'Église a emprunté tellement aux Grecs qu'à un moment donné, ceux qui contestent cette perspective grecque ont l'impression de contester le christianisme. Puis le christianisme s'est renversé à cause pour des raisons qui n'ont pas de rapport, finalement. C'est pour ça que peut-être s'impose le type d'analyse qui est commencé par Nietzsche, de faire la critique des civilisations comme il fait. Pas nécessairement dans sa perspective à lui, mais qu'il propose une lecture, il propose une méthode dans laquelle on est capable d'intégrer le temps. Mais intégrer le temps dans une pensée, ça date du 19e siècle. On ne pouvait pas le demander avant. C'est ça, les philosophies de l'histoire datent du 18e. Oui. La thématique de ça, mais sa méthode à lui est très spéciale. Ah oui, bien sûr. Mais elle s'inspire de ça, hein? Elle s'inspire de... C'est la tradition allemande. C'est la tradition allemande. C'est de ça qui s'inspire, oui.
sont dociles. Hein? Ben oui, je Tu suis les as bien heureuse. dressés. Coudonc. Jean-François? Pourquoi l'insensé dit qu'il est arrivé trop tôt? Trop tôt parce que les gens ne sont pas préparés à écouter une telle nouvelle. Puis est-ce qu'il C'est pense ça que qui est- ça va venir? Pardon? Est-ce qu'il croit que le monde, que Mais le commun va en Il dit prendre peut-être dans conscience? 2 siècles, on verra. Mhm. Mais avant que quelque chose, pour lui, devienne populaire, bien c'est cette éducation sous-jacente qui est importante pour lui. Autrement dit, il est très important que l'éducation véritable se fasse par le préconscient. Un peu comme une analyse, une psychanalyse ne se fait pas au niveau logique. Elle se fait à un autre niveau qu'au niveau logique. Il s'agit de transformer des sentiments. Or, pour lui, il s'agit de transformer des sentiments. Or, il a dit, ça prend, lorsqu'il se rapporte au passé, qu'il étudie la probité, il va dire, le premier moment, ce sont les grandes morales qui ont éduqué à la probité. À l'intérieur, il y avait une exigence. Donc, et c'est cette exigence morale qui a amené l'homme à se maîtriser et à maîtriser le monde. Ça a été repris par la science. Mais l'esprit scientifique, avant de devenir quelque chose qui s'universalise, ça a pris des siècles et des siècles. Donc, pour lui, ça va être la même chose et encore beaucoup plus de temps lorsqu'il s'agit d'une transformation aussi grande que le rejet de valeurs qui sont à l'origine de toute la civilisation occidentale. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui se fait consciemment. Et c'est l'artiste qui, finalement, qui L'artiste, voit c'est ça. important. L'artiste, c'est important parce que c'est en relation avec la La vie. poésie, c'est ça, lui, Oui, il oui, voit, oui, c'est oui. le philosophe qui voit mal. Bon, le philosophe nouveau va entrer dans cette ligne-là. Mais pour lui, le philosophe ancien, il fait toujours, il y a un mot qui revient toujours chez lui, jusqu'à maintenant. Où il oppose le avant moi puis après moi. Bon, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le moment, quel qu'il soit, du renversement. Mais pour lui, c'est ça qui est l'histoire de l'humanité à partir de ce qu'il peut voir, à partir d'avant les Grecs, à partir de Platon. Ça n'embarque pas ce qu'il appelle les pré-platoniciens. Parce que les pré-platoniciens parlaient surtout dans un langage métaphorique. Donc, ils sont beaucoup plus proches et analysaient beaucoup plus le devenir encore. C'était plus herméneute. Oui. Mais tu as raison de parler beaucoup de... Ben, de parler un peu de Gadamer puis de Ricoeur. Parce que Nietzsche, c'est celui qui va rejeter l'entreprise des Lumières, enfin, la lutte contre le préjugé. Oui. C'est comme s'il rétablissait le préjugé Oui. sous la forme des perspectives. C'est ça, oui, exactement, exactement, C'est comme exactement. le fil. Exactement, exactement, C'est le exactement, exactement. En fait, Nietzsche serait intéressant de faire l'herméneutique de Nietzsche. Ah oui, absolument. Avais-tu posé une question? C'est qui les artistes que Nietzsche aimait beaucoup, à part Bizet? À part? Bizet? Bizet, Il y avait quand même... c'est un masque, ça, j'ai l'impression, Bizet. Ah. J'ai l'impression qu'il l'aimait pas tant que ça. C'est Wagner. C'est Wagner qui l'aimait. Ok. Y en a-tu d'autres? Oui, les grands classiques allemands. Les grands classiques allemands, il les aimait. Les grands musiciens allemands, il les aimait. Ah, Puis dans les autres, il aimait, dans les artistes, il aimait Shakespeare, par exemple. Shakespeare Oui. était pour lui. Ou bien ce qu'il appelle les moralistes français. Les psychologues français, comme ils les appellent plutôt. Mais ce qu'on appelle, nous, les moralistes français. Là. Stendhal surtout. Mais les autres aussi, L'Ange-Foucault, puis ainsi de suite. Et évidemment, les grands tragiques. Il les a étudiés. Même Euripide. Hein? Oui, puis ben, il a tenté d'étudier, parce que Euripide ressuscite aussi la tragédie Ben oui, c'est ça. dans
dans les, voyons, Les bacs. dans les vacances, Tout à fait, à la c'est... fin, faut lire les vacances. Ah, c'est une des plus belles pièces grecques. En relation Parce qu'on avec voit ça, vraiment le en relation avec Dionysos ça, qui parle, et Oui. c'est vraiment un personnage. J'avais une dernière Ouais. question. C'est concernant, je dirais ça, justement, la démesure, l'ouvrice, là. Voir si dans sa démarche, il n'y a pas... parce que c'est une démarche qui est un peu, je dirais, dangereuse, entre guillemets. Parce que Nietzsche n'aurait pas été un peu trop téméraire. Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir peur un peu plus de la démesure à cause de sa fin tragique, là, qu'elle s'envolait dans la folie? Ou Bien que sûr. c'est complètement, ça n'a aucun rapport avec sa à philosophie? mon sens, aucun rapport avec ce film. Ah non? Pas mon sens, pas mon sens. Peut-être dans ses derniers fragments posthumes, oui, mais pas dans ce philo. Non, il était parfaitement conscient quand il écrit La naissance de la tragédie, et même avant ça, puis c'est la même philosophie qu'il a au début comme il aura à la fin. Sa pulsion était maîtrisée à l'époque. C'est devenu plus... Justement, il y avait une perte Ben oui, de mais c'était pas une... Non, c'est devenu, je pense, c'est devenu... Les mauvais plans. Si c'est devenu plus violent, à mon sens, c'est qu'il y avait chez lui une impatience qu'il se fasse un changement. Il pensait par ses volumes pouvoir arriver à gagner des intellectuels, par exemple. Et c'est devenu impossible. Par conséquent, je dirais qu'il a joué plus sur le fait, la volonté de puissance n'est pas seulement une théorie. Vous êtes des volontés de puissance. Vous êtes volonté de puissance. La réalité, c'est être volonté de puissance. Par conséquent, changer. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est dans cette ligne-là. Maintenant, l'autre ressurgit toujours de temps en temps, mais il me semble de moins en moins. De relier sa maladie avec sa philosophie. Je pense que c'est de moins en moins ça. Parce que vous parlez comme s'il y avait une rupture entre les derniers fragments posthumes. C'est les derniers. Et sa philosophie. Ces derniers, lorsqu'au moment où il devient vraiment fou, là, au moment où il perd la raison. Mais avant ça, il y a un enthousiasme qui n'est pas dans ses autres volumes, bien sûr. Bien sûr. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de l'expliquer par sa folie. Ouais. Je crois. C'est très logique. Maintenant, ça... Non, mais c'est parce qu'il fait de l'état de santé un critère de vérité que je trouve que la question est pertinente. Là. Oui, mais la question de la santé, là, c'est toujours... La santé, pour lui, c'est la lutte contre. C'est essentiellement la lutte contre le chaos. Mais il était parfaitement conscient que tout homme risque de tomber dans le chaos à un moment donné. Comme il dit, le flambeau sera repris par un autre. Je dirais, son analyse se fait sur des siècles. Il essaie d'étudier des cultures. Il essaie d'étudier à longue échéance. Parce que son but est précisément d'essayer de découvrir, je dirais, de découvrir s'il serait possible, comme pour Socrate, de trouver une éducation à long terme et par conséquent former un type humain supérieur à celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire plus créatif et plus susceptible de produire des génies. C'est un petit peu ça là, qui est derrière. C'est pour ça que la longue échéance est tellement importante pour lui et que l'inconscient est très important. Et que Platon est important pour lui. La République de Platon est dans un sens un modèle pour lui. Dernière question. Ah, deux dernières questions. Avez-vous des commentaires pour éclaircir l'idée de l'esprit de la musique? Pour éclaircir, L'esprit de la l'esprit de la musique. musique, moi je crois que l'esprit de la On en a parlé musique, 2-3 fois. c'est avant tout, il me semble, là où, je dirais, on pressent l'origine du mouvement
de création et de destruction. Donc, c'est l'imagination créative que l'on ne peut connaître que dans ses manifestations. Exactement comme on ne peut connaître Dionysos qu'à travers le masque de Prométhée ou bien d'Édipe. Uniquement. Je dirais, Nietzsche interprète. D'ailleurs, c'est le mot clé de son œuvre, l'interprétation au sens de volonté de puissance. J'interprète le conscient en essayant de découvrir de quelles pulsions elles sont le résultat, de quelle lutte de pulsions elles sont le résultat. Donc le résultat nous apparaît toujours nous apparaît toujours individu. Or, en réalité, le résultat, de même que le mot est toujours quelque chose que l'on a créé pour cacher la diversité et la surmonter, pour pouvoir vivre. C'est dans ce sens-là que je dirais. Mais on ne peut pas en dire quelque chose de directement. On ne peut que l'interpréter à partir de. Comme là, à partir de. C'est pour ça que son insistance est tellement grande sur le fait que le héros n'est qu'un masque de Dionysos. L'important, c'est Dionysos, c'est la vie. Mais la vie comme volonté de puissance. Et ça vaut pour l'être humain comme pour la nature. La nature est créatrice et les forces créatrices sont les mêmes que celles qui sont dans l'être humain. OK. Myriam, Moi, j'ai de première la question. difficulté à comprendre comment que la science a pu prendre autant d'importance par rapport à l'art, si l'art est plus près de la vie que la science. Parce que la science ne pose pas, parce que la science reste plus proche d'abord de la réussite, reste beaucoup plus proche du monde de tous les jours à cause de ses conséquences dans la société. Elle a eu d'énormes conséquences au point de vue pratique et pas seulement théorique. Donc, dans cette mesure, et la science apparaît nettement comme améliorant continuellement la vie. Et qu'elle a quelque chose de très proche de la volonté de puissance, ou de ce qu'on appelle la santé ici, parce qu'elle n'a jamais de fin. Elle aussi, je dirais, est un processus qui ne cesse jamais. Et que les théories scientifiques sont détruites à mesure que d'autres naissent, et ainsi indéfiniment. Mais ça empêche en même temps de poser la question de quel est le sens de la science, qui pour lui est la question primordiale au point de vue philosophique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est une question plus herméneutique. Oui. Peut-être qu'on voit plus le collectif quand on regarde la science, alors que quand on regarde l'art, c'est l'individu, finalement. Mais pourtant, Aussi, mais écoute, il y a des œuvres partout. il y a de la musique, il y a différents arts, mais je pense que tu as raison quand même de dire que jusqu'à un certain point, la science, au point de vue réussite, je dirais, a peut-être eu une influence plus grande que l'art. Mais là, Le vocabulaire de réussite, oui, voit avec la science, mais avec beaucoup d'autres choses, tandis que pour l'art, quand on commence à parler de réussite, mais je trouve que c'est un terme qui Qu'on voit les résultats tout de suite. c'est les vestiges, c'est l'histoire qui On s'accroche facilement à la science, alors c'est plus long. Mais c'est toujours là, Oui. c'est dans la civilisation, l'art est tellement présent. oui. Puis qu'on oublie aussi que la science est un art. Oui, Aussi, c'est là, L'inverse, c'est C'est ce que moins j'allais parfait. dire aussi. L'art, c'est une science aussi. Du moins, pas au sens de Pas dans son sens à Nietzsche, non. lui.